Aujourd'hui, Étienne, on parle de théories scientifiques ou théories sci-fi qui nous font capoter. C'est quoi la Oh. tienne que t'as choisie? Ah, c'est simple, Baptiste. As-tu déjà entendu la légende de Darth Plagueis the Wise? Non! Il pouvait influencer les midi-chloriens pour créer la vie. Ah! Ça, c'est de la science, right? Oui, Right? oui! I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. Depuis qu'on s'est parlé, Oui. en fait, le lendemain de l'enregistrement du dernier épisode, Ouais. je suis allé voir Mad Max Furiosa. Je l'ai pas vu, mais avant que tu ailles plus loin, j'ai un de mes amis, Mathieu, qui est fan fini de Mad Max, puis qui m'a Oh. dit que Furiosa, c'était excellent. C'est excellent, je te le confirme. C'est ça. Je te C'est le ça. confirme. Tu sais, t'as deux types de films d'action où tu mets ton cerveau à off. Là. Uh-huh. T'as le type Fast and Furious ou Transformers, Ouais. que pour moi, ça me rejoint pas du tout. Mhm. Mais t'as le type Mad Max, ben les Mad Max récents, Ouais. ou John Wick, que soudainement, je sais pas c'est quoi qui se passe entre les deux. Je pense que c'est la cinématographie, je pense que c'est l'aspect le visuel de... On va pas t'en mettre plein la vue avec des explosions, on va t'en mettre plein la vue juste cinématographiquement parlant. Là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est magique, c'est Ah, ouais, magique. Honnêtement, Ah, si c'est- tu peux aller le voir, va le voir. Là, je sais que c'est tard, surtout là, pour les gens qui nous écoutent, tu sais, je veux dire, c'était le lendemain de l'enregistrement de l'épisode dernier que nous, on se garde un épisode en banque Et à chaque fois. Bon courage pour essayer de faire les bons liens dans ta tête pour comprendre à quelle date Étienne est allé voir Mad Max Furious. Là, les gens qui nous écoutent, ça, t'as pas un Mad Max, c'était il y a 3 ans, ça. Ouais. C'est ça. On se garde des épisodes en banque. Là. Jean Exactement. Chrétien est encore premier ministre du Canada. C'est... Je suis encore pas citoyen canadien. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, donc? J'ai regardé, sur conseil de Mathieu, encore une fois, le même ami en question. J'ai Mathieu, regardé- c'est ça? Smathieu. Smathieu. Ouais. Il est très smat. Mais non, j'ai regardé, comment ça s'appelle? The Creator. Oh, oui. Je l'avais pas Qu'est-ce que vu t'en as encore. pensé? Ok, ben, c'est ça que je lui ai dit. Après le film, parce qu'il m'a dit, tu sais, je pense que c'est ton genre de sci-fi. Fait que j'ai écouté. Premièrement, je trouve que le fils de Denzel Washington est un très bon acteur. Moi, je l'apprécie beaucoup. Est-ce que c'est réellement le fils de Denzel Washington? Oui. Pour vrai? Oui. Moi, j'ai capoté quand il m'a dit ça. J'ai dit, ben non, tu me niaises. Puis c'est le même gars c'est l'acteur principal de Tenet, là. Fait que, Ouais. tu sais, puis j'ai été voir, ben oui, c'est le fils de Denzel Washington. Hein? Oui. Puis maintenant, je vois juste, quand je le regarde lui, je vois juste son père avec de la barbe. Parce que dans ma tête, Denzel Washington n'a jamais eu de barbe, mais là, son fils en a, fait que j'arrive comme pas à faire le lien mental entre le père et le fils à cause du manque de barbe de Denzel. Bref, en tout cas. C'est ça. Fait que, puis, j'ai trouvé le film très bon. La seule affaire, c'est que, bon, le punch de... Ah, puis là, je vais le dire. Spoiler, bouchez vos oreilles si jamais vous voulez voir le film puis ne pas entendre un spoiler. Mais la catch de la fille robot qui est en réalité sa fille, je l'ai catché très vite que ça allait être ça. Ce punch-là, je l'avais vite compris. Ouais. Mais après ça, il y a quand même des concepts sci-fi que j'ai adoré, genre le 30 secondes qui réupload le 30 dernières secondes de la vie d'un humain qui réupload dans un robot juste pour pouvoir parler à l'humain une dernière fois, là. Ça, moi, j'ai capoté. Le vaisseau nomade qui scanne. Hey man, c'est stressant, là, quand il s'apprête à drop une nuke puis qu'il scanne avant ça, genre, de je sais pas combien de centaines ou de kilomètres au-dessus de la surface. C'est malade. Pour vrai, c'est tellement beau comment il rend ça visuellement. Ouais, vraiment. Ben, en fait, tout le film... OK, dans mon pool des Oscars, j'avais mis The Creator pour effets spéciaux. Je pense qu'il me semble qu'il n'avait pas gagné. Non, puis j'étais outré. Ouais. Parce les que effets spéciaux sont sick. Ouais, le niveau de... Tu sais, OK,
il me semble, je me rappelle plus qui avait gagné, mais je me rappelle que c'était comme, OK, c'était quasiment logique Ouais. que The Creator finisse deuxième. Ok. J'imagine qu'il finit deuxième, mais il y a un niveau artistique. Il y a un niveau artistique. Ouais. Je regarde de parler ce soir. Artistique. Hey, une chance qu'on ne fait pas un podcast. Non, il y a un niveau artistique au rendu de Ouais. tous ces effets numériques-là Ouais. que je trouve vraiment magnifique. Il y a le côté. Je sais pas, c'est venu me chercher. Mais savais-tu que c'était le même réalisateur que Endor puis Rogue One? Pas que Endor, mais que Rogue One. Ah, excuse, pas Puis Endor, c'est excuse. ça la de twist. Rogue One. Mais, Ouais. mais je trouve que The Creator feel Rogue One. Ah oui, tout à fait. Puis Ouais. la fin, c'est la même. Ouais. C'est les deux héros qui s'aiment, qui s'embrassent une dernière fois avant que le vaisseau explose, alors qu'ils ont tous les deux réussi à sauver l'essentiel. Dans un Ouais. cas, c'est la fille robot, puis dans l'autre, c'est les plans de la Death Star. Tu sais, il y a Ouais. quelque chose de... Puis, on se disait avec mon pote Mathieu, il y a comme un feeling dans ces deux films-là de... Ben, là, c'est évident parce que c'est nommé, mais dans Rogue One aussi un peu de... Il y a quelque chose de souvent très asiatique dans ce que tu vois des populations, puis dans le feeling des populations, de la crowd, des grosses villes. Mhm. Il y a quelque chose là-dedans qu'on dirait Ouais. qu'il joue beaucoup avec ce style-là. Là. Puis, bref, j'ai beaucoup aimé ce film-là. J'ai vraiment beaucoup les aimé. réalisateurs, généralement, refont constamment le même film. Oui, ok, ouais, c'est quand même un peu vrai. Puis c'est ça, c'est la même chose pour Gareth Edwards. Puis tu sais, je pense on l'avait mentionné dans un épisode précédent, mais Gareth Edwards, lui, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il dessine des plans qu'il veut faire. Puis après, il se dit, faudrait que je fasse une histoire autour de ça. Ah, c'est ça. Puis là, il écrit une histoire. Puis c'est la force et la faiblesse de ces réalisateurs-là. Ça donne un film qui visuellement est exceptionnel. Tu sais, Godzilla, la shot dans la bande-annonce où t'as quelqu'un qui... En fait, t'as des soldats qui descendent en parachute, mais ils n'ont pas encore ouvert leur parachute, puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent une traînée de fumée derrière, puis t'as des shots, là, c'est comme dans les nuages et tout, puis avec les couchers de soleil, puis c'est magnifique. Même chose avec Rogue One. Rogue One, le piège là-dedans, c'est qu'il y a eu tellement de shots qu'il a fait qui sont pas ramassés dans le film, mais qui étaient tellement belles qui sont quand même ramassés dans la bande-annonce. C'est ça. Oui. Ah non, c'est... Puis, là, l'autre affaire que j'ai dit à mon pote Mathieu, mais après coup, il m'a comme ramené sur une réflexion, puis j'ai fait « Ah, c'est pas faux. » J'ai fini le film avec quelques questions non répondues. Oh. La nuke qui est droppée sur Los Angeles au début, qui fait en sorte que les États-Unis ne veulent plus de robots puis d'AI chez eux, on ne sait pas vraiment clairement qui l'a droppée. Cette question-là n'est pas répondue. Puis, en même temps, je me dis, à l'autre extrême, si on avait voulu me répondre par le classique scénario de un dirigeant américain qui veut faire en sorte que sa population se mette à détester les robots et les AI, donc c'est lui qui active la bombe, j'aurais trouvé ça un peu trop gros parce que c'est trop classique comme scénario. Mais bref, puis l'autre affaire qui militait un peu en cette faveur-là, c'est qu'à la fin, il tombe dans le Nomade, la fille, elle tombe sur plein de copies de robots de sa mère. Puis c'est dans le Nomade qui appartient aux Américains. Qu'est-ce que des robots foutent ici? Tu comprends? Alors qu'ils sont en train d'essayer de les éradiquer. Mais en même temps, Mathieu il m'a ramené un bon point. Il m'a dit, je trouve ça bien parce qu'il n'a pas laissé trop de mystère. Il y a eu juste quelques petits trucs mystérieux qu'il a laissés en suspens, genre, puis c'est libre à interprétation un peu. C'est pas, ça, c'est le best. Ça, c'est le best. Quand tout est expliqué, ben, tu sors du film puis tu fais « Ah ». Ouais, c'est ça. Mais t'as pas de sujet de conversation. Hey, as-tu remarqué tel truc? C'est ça. Ce que Inception avait comme pas possible, il y avait tellement de niveaux à analyser. T'as raison. Puis les meilleures conversations post-film que j'ai eues, c'est, je pense, avec mon frère après Inception. Les deux, on saignait du cerveau à essayer de comprendre OK, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est ça.
ça représentait quoi, ça, c'était pourquoi, puis Ouais. c'était vraiment cool quand ça fait ça. c'était vraiment bon. Hey, parlant de nuke sur Los Angeles, Où est-ce que tu t'en vas? j'ai mis la main sur un missile. Non, c'est pas vrai. J'ai regardé Fallout. Yeah! Ah, Nice! c'est débile. Ouais, t'as C'est aimé ça? débile. Du bon storytelling, Uh-huh. en voilà. Voilà. En voilà. Ouais. Tu sais, je tiens au personnage. Uh-huh. Peu importe c'est qui les personnages, tous les personnages sont intéressants. Ça, c'est vraiment un tour de Ça, force. c'est le fun. Puis, en fait, un tour de force, ça devrait être standard. Ouais. OK? Mais comme on parlait d'homéopathie de série télé au dernier épisode, Oui, ben, tu sais, c'est vrai. v'là une série qui file pas diluée. J'ai eu un gros feeling de comparaison avec Silo. Oui, ok, ouais, je comprends ce que t'sais, tu veux. Ouais. Mettons, disons pas au niveau Severance, mais tu sais, il y a une belle comparaison avec Silo, je trouve. Dont Ben, on a puis, parlé la semaine dernière. Tu vois, c'est drôle, cette semaine, j'ai parlé avec Maxime, qui est l'un de nos auditeurs récurrents, puis sur le Discord. Oui, on a un Discord que vous pouvez rejoindre. Oui. Wink, wink. Oui, j'avance à podcast.com. Il y a un lien. Il y a un lien. Puis avec Maxime, on parlait, puis lui il me disait, tu vois, c'est... Après, c'est bon, il y a de tous les goûts dans la nature, mais je pense Maxime, lui, il trouvait... Il a jamais joué à Fallout. Puis il filait que la série avait été... En fait, il y avait un avantage principal qu'il voyait à la série, c'est qu'il trouve que les multiples storylines en parallèle, ça fonctionne super bien. C'est très bien fait, puis ça donne un très bon rythme à la série. Par contre, il me disait, je le filais des fois des endroits où j'avais l'impression d'être dans le jeu. Tu sais, c'est vraiment... OK, là, je suis sur un premier level, puis là, il y a Est-ce qu'il a déjà joué ou il n'a pas déjà joué? Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. OK, mais il se sentait dans un jeu vidéo. C'est ça, exactement. OK, il faut pas qu'il regarde Mandalorian, parce que c'est que ça. Avec, tu sais... OK, ça, c'est l'épisode Side Quest. Puis, c'est ça. Tu sais, ce genre de truc-là. OK, t'as fini l'épisode, voici un nouveau morceau à ton suit. C'est ça, exactement. Exactement. Mais en même temps, on se disait tous les deux qu'on avait quand même beaucoup aimé cette série-là, mais je trouvais ça intéressant. Puis il y en a d'autres des séries qui le font. Puis là, après ça, on tombait dans le... Ah, ben, tu sais, de temps en temps, un épisode, mettons... Un épisode qui propose une side quest qui a pas tant de lien avec le reste de la main quest de toute la saison, mettons, c'est pas grave. Mais quand ça devient trop proéminent, que c'est juste un enchaînement d'épisodes qui n'ont pas rapport les uns entre les autres, c'est là que ça devient un problème. On parlait plus de Fallout rendu là, mais... mais je pense que ce qui est un tour de force, c'est quand tu fais des épisodes comme ça qui semblent déconnectés, mais que quand tu arrives à la fin de la saison ou à la fin de la série, que tu te rends compte qu'il y a un lien énorme puis que tu fais « Oh, c'était pas un filler ». Je pense que Rebels est le cas excellent pour représenter ça. Il y a des épisodes que tu te dis c'est tellement du filler, c'est mauvais, puis tu arrives à la fin puis tu fais « Oh, merci. Merci, c'était parfait. » Je spoilerai rien, parce que je sais que Rebels n'est pas quelque chose qui a été regardé par beaucoup de monde. Par contre, je veux qu'on vienne sur Fallout parce que tu l'as écouté en quelle langue? Je l'ai écouté en anglais. OK. Savais-tu que si tu le mets en français Canada, les dialogues sont livrés comme n'importe quel doublage de film. Donc, je vais parler comme ça et je vais dire des choses. Puis là, je vais sonner un peu français. Mais les dialogues sont écrits vers les mots comme si c'était un Québécois qui les disait en langage très commun. Donc, c'est drôle! Tu te ramasses avec le Titus, le chevalier, qui dit « fuck » quand il se fait courir après par l'ours. Puis que là, après, il dit tu sais, des trucs comme « Et le clergé! Je l'haïs, l'hostie de clergé! On fait tout ça pour des hosties de grippins! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un hostie de grippin? » Mais c'est drôle parce que il parle comme Céline Galipo. Mais il y a les mots de Mike Ward. Là, j'exagère, là, mais tu vois, le genre, c'est tellement bon. C'est drôle. C'est tellement bon. Puis ça donne envie. No joke, moi je l'ai écouté en anglais aussi, mais ça me donne envie de recommencer puis de l'écouter
français-Canada tout le long. Ouais, C'est ouais. magique. Ah ouais, hein? Honnêtement, essaye-le. Faut que je l'essaye. Retourne-y. Ah là là. Je te jure, Ah ça là vaut la là. peine. Oui, mais là, tu fais juste comme... J'avais coché ça dans ma liste de choses à regarder. Là, il faut que je le décoche, là. Là, tu me rajoutes de la C'est job. bon Étienne. signe. C'est Oui. bon signe. Mais je trouve ça très drôle de penser à du parler québécois, mais avec un accent français international. Oui. Oui. C'est ça. Tu te ramasses pas dans le Slapshot. Là. Non, c'est pour ça. les Français qui Ah, nous non. écoutent, Slapshot, c'est un film de hockey qui a Classique. été doublé comme si, je veux dire, tout le monde vient de cette île. Là. Tu sais, c'est Ouais, c'est ça. c'est ça. Ça Très région. donne... ouais, c'est ça. Tout sur de la petite drôle de bière. Puis bon, c'est ça. Et je dois dire, OK, puis là, je sors un peu du langage et des accents, mais j'ai beaucoup aimé La Goule. Oui. Son histoire, son background, puis après ça, comment c'est livré, puis on est vraiment dans le... C'est quand même, il y a des bouts qui sont vraiment gore dans Fallout, Oui. mais c'est full assumé, c'est parfait. Mais moi, J'ai vraiment aimé ça. Ce que je trouvais intéressant, c'est à chaque fois, enfin, je n'étais pas capable de pas me dire, ils ont enlevé son nez, comment ils ont fait, comment ils ont arrangé l'éclairage pour que ça ait l'air, tu sais. Puis c'était super bien fait, Ouais, c'est impressionnant. le retrait du nez Ouais. tout le long. Chapeau, pour vrai. Ouais, vraiment. Bravo. Non, c'était... j'ai vraiment aimé ça. Puis, en tout cas, bref, il y a plein de belles intrigues là-dedans. Puis quand les storylines finissent par se croiser, c'est très, très bon. Mais Yes. c'est ça. Puis, ben, j'ai, comme beaucoup d'autres amis qui avaient déjà joué à Fallout, on a tous reparti un peu une partie de Fallout après ça. J'ai pas beaucoup continué, là, mais dès que j'ai vu la série, j'étais comme, OK, faut que je reparte. Je peux pas ne pas relancer le jeu, là. C'est impossible. Ouais, je me suis installé aussi, c'est New Vegas, parce que je me suis rendu compte que je les avais presque tous, sauf que je n'avais pas le 4. Sur Epic Games, parce qu'une fois de temps en temps, ils donnent un jeu gratuitement. Puis j'ai un PC, ok? Je sais que je parle de Switch beaucoup, mais j'ai un PC, puis je caste mon PC sur mon Apple TV, puis parce que j'aime mieux jouer dans mon salon, j'aime mieux jouer avec une manette, puis je trouve que Fallout se joue mal avec une manette, mais c'est peut-être juste moi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais ben, en général, puis Fallout est comme semi... je sais pas si les contrôles sont si modernes et à jour que ça en termes de la façon dont ils fonctionnent. C'est pas parfait. Puis ça reste que... Moi, je l'ai toujours joué en first person. Puis en first person, on dirait que dans ma tête, c'est toujours souris-clavier. Je suis pas quelqu'un de first person avec une manette en général. Par contre, en third person, ça peut faire plus de sens d'avoir une manette. Mais faut que tu ailles vers des jeux comme Horizon qui sont vraiment optimisés pour jouer avec une manette, puis en mode third person, c'est vraiment bien fait pour ça. Là. Ouais, t'as raison. Ouais. Parlant de jeu, je veux juste mentionner. Puis là, je sais encore, là, on va être victime du fait que l'épisode va sortir comme fin juillet. Mais il y a eu un Nintendo Direct. Puis, je veux dire, je pourrais en parler pendant des heures. Si j'avais un deuxième podcast, ce serait comme que sur Nintendo. Là. Mais ils ont annoncé un nouveau Zelda. Puis ils ont enfin annoncé après 7 j'ai pas ans. vu ça. Un nouveau Zelda en 2D. Cool. Puis c'est un Zelda que tu joues en tant que Zelda. Ben voyons donc. Ouais. La première fois ever que tu joues en tant que Zelda? Non? Non, ben non, c'est pas vrai. Ben non, il y a eu... non, Wand mais juste... of Gamelot. Non, mais... Sur Philips CDI. Mais un vrai jeu. Ben, tu sais, un jeu où tu ne joues que en tant que Zelda, là, pas... Excuse, c'est parce que j'ai pensé d'un seul coup à Super Smash Bros. Ouais, non, mais ça, c'est un personnage parmi tant d'autres, mais un jeu où le héros, la héroïne, c'est Zelda. Il y a eu un jeu sur la console CDI de Philips qui a duré un bon 30 secondes, qui était atroce, qui s'appelait Wand of Gamelot. OK. Où t'es Zelda, mais honnêtement, c'est pourri. Il y avait un jeu où t'étais Link aussi, c'est tout autant pourri. Okay. C'était très mauvais. Mais celui-là,
Il est dans le même style artistique visuel que le remake de Link's Awakening. Ok. Donc, tout a l'air de des petits jouets en plastique, là, dans le fond. Ce qui est, bon, un choix. On sait, avec Zelda, il y a toujours un choix visuel intéressant, ouais. entre guillemets. Mais là, pour qu'il y ait une twist, c'est que tu te bats pas avec une épée, tu te bats en dupliquant des items que tu trouves, puis tu puzzles, dans le fond, avec des items que tu trouves aussi. Puis non, ça a l'air vraiment intéressant. Et ils ont finalement enfin révélé un gameplay trailer de Metroid Prime 4 qui avait été annoncé il y a 7 ans de ça. Ouais, hein? Ouais. Puis il l'avait annoncé il y a 7 ans. Il y a 5 ans, il avait dit, il y a 5 ou 6 ans, il avait dit ouais, on recommence le développement parce que c'était pas bon. OK. Ils ont recommencé. Puis là, on a enfin eu un trailer. Puis il y a quelqu'un à ma job qui m'a demandé, qui m'a dit, en fait, ça a l'air un peu de Halo. Est-ce que c'est un jeu qui est réellement nécessaire? C'est vraiment pas comme un Halo. C'est un jeu d'exploration, c'est un jeu d'ambiance. C'est... bon, ça a l'air que tu as un fusil, mais tu sais, c'est pas... Il y a un feeling avec les Metroid, puis visuellement, il est quand même très beau. Moi, je te fais une prédiction. Il a été annoncé pour 2025 et je te prédis qu'il va sortir sur la Switch et la console suivante. Comme Zelda avait fait pour la sortie de la Switch et de la Wii U, dans le fond. Je pensais que tu allais prédire qu'il allait gagner au Game Awards, mais là, Non, tu as vraiment déjà donné un autre jeu au Game Awards à l'épisode précédent. Fait que là, tu peux Oui. pas continuer à prédire indéfiniment tous les Game Awards, Étienne. Ça marchera mais pas. s'il sort en 2025, ça pourrait arriver Ça pour les pourrait Game Awards arriver, ok, 2025. ouais, c'est ça, ok, mais non, ok, ça n'arrivera ouais, pas. Un Metroid ne gagnera pas. Non, à moins qu'il réinvente complètement la recette. Complètement, ouais. Ce qui serait possible, Mhm. mais ça n'arrivera pas. Ça arrivera Non, pas. c'est ça. C'est ça. C'est ce que je me dis aussi. J'ai regardé un dessin animé qui s'appelle Mars Express, Hein? qui dure 1h30. C'est Ok. c'est un dessin animé français, vraiment super bien noté, qui est sorti l'an dernier. Puis... Et quoi? Honnêtement, je dois avoir la pire face. Il me semble que c'est des mots qui s'additionnent pas ensemble dans la même phrase. C'est quoi ça? Oui, Un je te dessin animé jure, français? Oui, je te jure. Mais écoute, l'esthétique, Étienne, sans rire, c'est juste, tu regarderais juste la cover, puis tu te dirais, OK, on dirait que je m'apprête à regarder un film qui est sorti dans les années 90, genre. Ils ont rejoué sur cette esthétique-là des dessins animés qui sortaient dans ce temps-là, puis le dessin, c'est exactement genre un style de mon enfance, mettons-le. Fait que j'ai regardé ça, puis c'est du sci-fi avec une genre de... C'est très police dans le futur, là, tu sais. Ok, Fait que comment t'as dit que ça s'appelait déjà? Mars Express. Mars Express. Ouais. Puis c'est vraiment bon. T'sais, encore une fois, un concept de des robots qui pètent les plombs un peu, puis là, il y a des humains qui sont pas trop sûrs. Bref, mais Ouais. très, très bon. J'ai vraiment aimé ça. Ok. J'ai vraiment adoré ça. Sur quelle plateforme t'as vu ça? La baie des pirates? La baie des pirates. Ok. La baie des pirates. The Creator, par contre, c'était sur Disney+. Ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Ma liste de trucs français augmente à chaque épisode. Ouais, en tout cas. Là. Ok. Et là, Mars oui. Express. C'est ça, faire un épisode avec moi, Étienne. Hein? Je te donne des trucs français. Puis moi, je te dis, ouais, de quoi tu parles? De quoi tu parles? À chaque fois, sa face se décompose. Là, vous la voyez pas, là, mais c'est de pire en pire. Wow. De quoi tu parles, sacrament? On peut aller au sujet principal, mais on a une question d'astronaute. C'est vrai. Une question et demie, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, on a Vas-y, Baptiste. une question et demie. Attends. La demi-question... Oui, la demi-question, c'est qu'est-ce que ça donne si on fusionne Étienne et Baptiste? C'était juste ça? Il n'y avait pas un contexte de plus à ça? C'était juste ça, la demi-question? Non, c'était juste ça. Je pense que c'était j'aime beaucoup la fusion dans Dragon Ball, un truc comme ça.
Déjà, faudrait faire la petite danse, puis faudrait arriver à la même exactement. hauteur. Ce qui est impossible. Ça pour ceux qui nous ont déjà vus, l'un à côté de l'autre. J'ai déjà reçu un coup de genou de Baptiste dans le front. Donc, ouais, ça fonctionne pas. Oui, non, ça marche pas au niveau de la grandeur. Mais si on avait à imaginer le mix, c'est sûr qu'il y aurait un rire de Goofy. Ça, je pense que ça, on le garde. Ouais. Il y aurait un très bon accent anglais quand il parle en anglais. Ça vient de Étienne. Quite. Je sais pas. Oui, ah oui. Oh, oui, ah oui. Ça, je confirme. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Allons une petite coche plus loin, là. Allons une petite coche plus loin. Ben déjà, moi, j'aimerais ça me voir à ta grandeur. Je serais tellement heureux. Je me cognerais la tête sur les cadres de porte puis je serais heureux. Là, ça serait drôle. On te met à ma grandeur, mais je prends tes bras qui doivent être un petit peu plus petits que les miens. Oh, on y va moitié-moitié, là, tu sais. Je dis la moitié de gauche, la moitié de droite. C'est parfait. Ouais. Fait que la moitié de droite va chercher tout ce qui est très en hauteur au-dessus des armoires, puis la moitié de gauche fait le reste. Ça sert à rien, c'est ça, exact. C'est pas vrai. Mais sinon, la question sérieuse, c'était qu'est-ce que vous pensez de la théorie comme quoi on vit dans une simulation? Oui, puis on en avait déjà un peu parlé dans un épisode. Es-tu un NPC, Baptiste? Suis-je un NPC? Ou c'est moi, ça va être moi l'NPC? Ben ouais, je sais pas, hein? Puis en fait, peut-être que si on vit dans une simulation, il y a peut-être quelqu'un là-dedans qui est le personnage joueur, du joueur principal, tu sais. Ouais. Fait que... OK, mais imagine un jeu à la Grand Theft Auto. Le personnage principal va toujours être celui qui fait les trucs. C'est comme... Il se promène à 300 km/h sur l'autoroute. Je pense que le personnage principal, c'est Donald Trump. Ben, c'est ce que j'avais en tête. C'est sûr. C'est sûr. Il y a juste quelqu'un qui joue à GTA qui agit comme Donald Trump. Ouais. Ou la planète est juste une partie de civilisation. Ça se peut. Une partie de civilisation. Ah, c'est bon, ouais. ça. Ah, c'est bon. Puis fait qu'il y a personne individuellement qui est le personnage du joueur principal. Exact. C'est plus des pays ou des factions qui sont exact. chacune attribuées à des joueurs. Mais il y a quelqu'un qui joue la Russie qui voit qu'il reste seulement 26 tours puis qui a décidé d'utiliser ses troupes puis ses ressources parce que pour vrai c'est bon, vous devez on va sortir des objectifs à la risque. Vous devez contrôler 18 territoires avec 2 régiments sur chaque. C'est bon. Exact. Mais si on était dans une simulation... La simulation, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que... La physique quantique? Ouais, il y a 2 choses qui se bousculent un peu dans ma tête. C'était même pas la physique quantique à laquelle je pensais. Je pensais plus au fait qu'il y a aux univers parallèles. Ça vient un peu me brainfuck en me disant pourquoi pas, tout est possible. Je le sais-tu, je le sais pas. Non, mais en tout cas, la superposition des univers, je sais pas ce qui est possible dans toutes ces affaires-là. Puis en même temps, je me dis, mais si on est vraiment dans une simulation, on se serait pas rendu compte qu'à un moment donné, il y a du monde qui goes off, genre, puis qu'ils se sont déconnectés. Je sais pas, là, il me semble que... Puis là, mais j'essaie de le penser d'un point de vue très humain, mais en fait, c'est peut-être tellement abstrait que... Mettons que ça serait une simulation, mais qui serait pas du tout faite. Ça, là, puis ça part... Et je m'en vais dans des trucs loin, puis c'est même pas ma théorie sci-fi que j'ai choisie. Non, mais tu sais, je me suis toujours dit, mettons, on voit des choses avec nos yeux, avec nos outils, avec nos sens, puis on se dit, OK, il y a des exoplanètes, puis on dirait qu'on a toujours tendance à vouloir essayer d'imaginer des choses selon notre perception. Fait que même un alien, ça se pourrait qu'il soit un petit peu humanoïde dans la façon dont on le pense, mais on le sait pas, tu sais. Puis juste le fait que il peut y avoir de l'antimatière, puis il peut y avoir, tu sais, toutes ces choses-là qui sont tellement en dehors de tout ce qu'on est capable de percevoir, je me dis,
une simulation, ouais, ça se pourrait, mais faut pas qu'on essaye de penser ça comme un simple jeu vidéo. Je pense que ça serait pas mal plus complexe que ça, là. Mais de toute façon, ce serait quoi la différence? Tu sais, qu'est-ce que ça change en bon québécois, là? C'est sûr. Qu'est-ce que ça change? C'est sûr, Parce qu'est-ce que que ça change. Si ta Ouais. réalité ressemble à ça, là, ça, Mhm. tu sais, comme, bon, Hugo, t'es dans ton auto en ce moment, ça, c'est ta réalité, là. Mhm. Mais si c'est une simulation, c'est aussi réel que tu sais, ce qui représente ta réalité en ce moment. Donc, Solide. au final, il n'y a aucune différence. Sois un bon NPC, c'est tout. C'est ça. Sois un bon NPC. Puis en même temps, tu sais, je me dis, ben, ça serait peut-être pas fou. Mettons, on se projette très très loin dans le futur, puis il y a quelque chose de beaucoup plus poussé qui est je sais pas, un ordinateur ultra puissant. Puis là, je tombe un petit peu dans le Black Mirror, là, l'épisode où genre il run des milliers de simulations avec les deux personnes dans son ordinateur pour voir si c'est un match entre les deux personnes. Ouais. Tu sais, peut-être que c'est ça qu'on vit. Puis là, Ouais. ils nous pitchent des affaires du genre, hey, une petite pandémie COVID ici. Ouais, c'est ça, Puis, exact. tu sais, Ça on prend essaie des quelque trucs, chose, là. là. Exactement, tu sais. Ben, ça se pourrait, mais tu sais, on dirait que je suis comme, ah, j'y crois pas. Puis en même temps, ouais, mais je suis juste un humain avec ses 5 sens. Fait que c'est compliqué pour moi de m'élever au-dessus de tout ça, là. Ouais. Mais so what? C'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça. So Mais what? mais je pense que c'est intéressant de se poser la question, tu sais. Ouais. Non. Hey, ça pourrait être une simulation. Ça pourrait être une C'est simulation. cool, pareil, là, ce serait... Honnêtement, ce serait autant cool que si ça ne l'était pas. Je veux dire, Ouais. c'est juste les questions sont différentes. C'est vrai, c'est La vrai. réalité est la même, mais les questions sont différentes. C'est C'est vrai. fou. Ah ouais, tout à fait. J'adore ça, j'adore ça. J'adore ça. Est-ce que tu vas, Étienne, avec... Hey, j'ai envie qu'on fasse quelque chose, OK? J'ai envie qu'on ait Ah. une nouvelle tradition. Qu'est-ce que la nouvelle Quand on a tradition? commencé à travailler ensemble, Oui. bon, je suis arrivé après toi dans l'entreprise, mais quand j'ai ouvert le tiroir qui était sur mon bureau, j'ai trouvé un D20. Donc, Nice. ce D20-là date de notre rencontre. Parfait. Et, sans blague, il m'a suivi partout où j'ai travaillé. J'ai décidé que je l'amenais partout avec moi. OK. Donc là, je l'ai. Donc, je vais lancer le D20. Si c'est pair, tu commences. Si c'est impair, c'est moi. Est-ce que... Attends. J'ai une question pour toi. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il se passe quelque chose de différent si jamais Oh, si on a un crit. c'est un 1 ou un 20? Y a-t-il quelque chose qui arrive de différent juste dans ces cas-là, mettons? Genre, si Hey, c'est faut un tellement- 1, oui, si oui, c'est un oui. 1, si c'est un 1, on est obligé de changer, mettons, ce qu'on avait fait, puis il faut improviser avec autre chose. Je sais pas où, j'en sais rien, là. Mais si c'est un Tous 20, les mais, auditeurs hey, sont comme non. Ah, mais j'avais une théorie mais scientifique. ça serait dans quoi cool, le, mais ça là, je serait vais quoi le parler de mon critical success? hamster. Ok, mais attends, je te propose une chose, Étienne. Pour Oui. cet épisode-ci, Ouais. on fait pas le critical fail ou le critical success, mais on Ok. demande à nos gens qui sont sur Discord qu'est-ce qu'on ferait si on avait un 1 ou un 20 pour les prochains épisodes. Tu te rends compte à quel point, je veux dire, il y a de la préparation là-dedans, là, dans un épisode. On se donne un mois pour faire un épisode. On Oui. se donne des sujets I vraiment know. poussés. Puis là, I c'est know. comme, ah, t'as roulé un 1. I know. En tout cas, mais peut-être que les gens vont penser à des choses. Ok, mais si c'est le 1, là, c'est peut-être trop intense l'exemple que je donnais, mais Ouais. on pourrait peut-être, tu sais, ça pourrait être aussi, ah non, vous échangez des notes, puis vous échangez de rôle, puis là, il faut que tu essaies de le faire avec la voix de l'autre. En tout cas, je sais pas, là. En tout- Ok, mais c'est une bonne idée, ça. J'aime ça parce que il y a plus en plus de vie sur le Discord. Oui, il y a vraiment. plein de gens il y a des gens que je connais, il y a des gens que tu connais. Qui se connaissent pas, puis si ça les fait... J'ai découvert des trucs intéressants d'ailleurs là, avec Ouais. un de tes amis sur Discord qui a envoyé des trucs par rapport à Existence et compagnie. C'était Ouais. super cool. Fait que, Ouais. hey, si on les fait participer, je veux dire, leur Ouais. cerveau en plus, ça va être malade. Fait que Puis, trouvez-nous... trouvez-nous quelque chose. je veux pas vous attirer encore plus, mais je viens tout juste, avant l'enregistrement de cet épisode-ci, d'envoyer
les 3 seules versions studio que j'ai enregistrées avec mon Ouais. band quand j'étais jeune sur le Discord, Les sexy momo. les Fekfi Memo, et je ne les laisserai que sur le Discord. Fait Oh, qu'il yes. faut que vous le rejoigniez si vous voulez avoir accès à ces magnifiques versions studio-là. Ça s'appelle du chantage, Baptiste. Exactement. Et non des chansons. Ou des chansons. En fait, c'est également des chansons. chanstages. Des chantages. Des chanstages. OK, donc, pair, c'est toi, impair, c'est moi. Ok, c'est bon, ça me va. C'est parti. 7. 7. Donc, c'est à moi. toi. Je suis content de commencer parce que j'ai tellement peur que tu aies pris le même sujet que moi. Ah oui, ben c'est ça qu'on s'était dit aussi, hein, on se le dit pas, là. Ok, ouais, c'est bon. Ouais, j'aime exact. ça. On se le dit. Ben, puis ça, ça va être ça, tous les épisodes. Je Ouais. sais qu'il n'y a aucun podcast qui fonctionne comme ça. Là. C'est toujours Non, comme, on a des notes partagées sur Google Docs. Non, non. Non. Non, si vous voulez de l'impro, là, ben nous, Critical Voilà. Fail, on le roule tout le temps, on improvise là, de ce côté-là. Si on collisionne sur nos sujets, on collisionnera, puis Ouais. on verra, on s'arrangera. On s'arrangera. OK. Alors, Qu'est-ce que t'as pris? sérieusement, ça me fait capoter parce que c'est un sujet, c'est une théorie que j'ai eu sous le nez tellement longtemps. Uh-huh. Puis que quand j'ai fini par creuser pour comprendre que c'était quelque chose qui était réaliste, je pense que c'est probablement une des théories scientifiques qui me fait le plus triper. Mhm. Et de Qu'est-ce que loin. t'as pris? Donc, ça Qu'est-ce commence, que t'as pris? ça commence dans le début des années 2000, pendant que j'écoutais Futurama. Ok. Il y a un épisode qui s'appelle A Clone of My Own, où le professeur Ok. se clone. Puis à un moment donné, bref, il y a le moteur du vaisseau de Planet Express brise, puis là, il faut que quelqu'un le répare, puis c'est le clone qui décide de le réparer. Puis il dit quelque chose d'intéressant. Là, je l'ai traduit, là, je vais le lire. Là. Il dit « Les moteurs ne font pas bouger le vaisseau reste où il est. Le moteur fait bouger l'univers autour du vaisseau. » Oh, intéressant. Puis ça, moi, dans ma tête, c'est comme, hey, c'est Futurama, là. C'est fucking n'importe quoi. Sauf que plus tard, bribe d'informations supplémentaires, j'apprends que tous les auteurs de Futurama, c'est des gens qui ont des PhD, c'est des scientifiques, c'est des bolés, c'est des nerds, là. C'est une gang de nerds. Puis c'est pour ça que c'est aussi bon, là. Tu vas avoir des blagues vraiment poussées, vraiment. Il faut que tu sois astrophysicien pour comprendre le truc qui est écrit dans le background là-bas. Tu sais, c'est ce genre de blague-là. Ouais. Puis moi, je fais pas 1 plus 1. Je me dis, OK. Puis là, arrive le fait que j'entends la même chose par rapport à Star Trek. Que, tu sais, la plupart des affaires qu'il y a dans Star Trek, surtout les originaux, c'était basé sur des théories existantes. Puis dans Star Trek, tu as le Warp Drive qui existe, que tu peux aller plus vite que la lumière. Ok, ouais. Mais tu sais, dans ma tête, c'est que non, il n'y a rien qui va plus vite que la lumière. Donc, je laisse passer ça. Puis là, il y a un épisode de notre podcast où tu mentionnes, à un moment donné, qu'il y a une étude qui est sortie comme quoi il y aurait possibilité d'aller plus vite que la lumière. Puis là, je me suis mis à saigner du nez. Ah merde. Attends. Fait que- T'as choisi quoi? Parce que là, je suis... Oh! Ah, j'étais sûr que ça allait arriver. On a roulé un 1 métaphorique. OK. Donc, T'as choisi, Étienne. moi, c'est le Warp Drive. Ok, c'est Warp Drive. Ok, ouais, c'est ouais. C'est bon, c'est c'est bon. le Alcubierre Warp Drive. Ouais. Ok, non, c'est bon, on n'a pas pris le même. Oh, J'ai ok. failli aller avec ça. J'ai hésité longtemps. Mais moi, j'ai pris... non, mais je vais le dire maintenant, mais j'en reparlerai plus tard. mais Vas-y. J'y suis allé avec la vitesse de la lumière puis l'espace-temps. Ben, écoute, Mais on n'est pas loin, là. On va se rejoindre. Ouais, c'est on ça. va se rejoindre solide. Donc, Baptiste, rien peut aller plus vite que la lumière. En effet, puis je vais en parler longuement dans mes affaires. Parfait. Mais Finalement. tu sais quoi? Ouais. Je répète ma phrase. Rien peut aller plus vite que la lumière. Non, en effet. J'ai pas dit rien ne peut. J'ai dit rien peut Rien. aller plus vite que la lumière. OK. L'univers prend de l'expansion Oui, plus vite que la vitesse de la lumière. tout à fait. Ouais. J'allais apporter une nuance qui vient de mes propres recherches pour mon sujet. Écoute, ben parfait, Il mais tu disait- l'apporteras. En tout cas. Regarde, non, vas-y. Non, mais vas-y. en fait, la nuance, c'est que... parce que j'ai regardé une vidéo vraiment quand même bien explicative là-dessus, là, mais il disait... Sauf que l'univers qui s'étend
n'est pas considéré comme un déplacement. Exact. Fait qu'on ne peut pas vraiment considérer que c'est quelque chose qui va plus vite que la lumière. Exact. C'est ça. Mais si tes coordonnées, à un temps donné, sont X, Y, puis que tu te ramasses X', Y' dans un temps qui est impossible après, techniquement, tu as pris une nouvelle position plus rapidement que si tu t'étais déplacé. OK? Je suis d'accord. Puis là, OK, d'abord, regarde, disclaimer, je ne suis pas un scientifique. Moi non plus. N'utilisez pas ce que je vais dire en cours. Okay? Puis, il y a peut-être des concepts que j'ai mal compris et que je vais mal expliquer. Mais honnêtement, plus je creusais là-dedans, plus je capotais. C'est complètement débile. OK. Donc, quand je dis rien va plus vite que la lumière, c'est ça. L'expansion de l'univers se fait plus vite que la lumière. Mais là, après, tu te dis, OK, t'as peur. Il y a un hack à quelque part parce que justement, la lumière, c'est la limite. C'est la limite parce que atteindre la vitesse de la lumière, ça prendrait une quantité d'énergie infinie pour déplacer. Bon, bref. Puis là, c'est là que la théorie en fait, le warp drive, l'idée, c'est que tu as ton vaisseau, okay? Puis pour faire une comparaison physique, okay, disons que, Baptiste, ton vaisseau, c'est toi. Okay? Parfait. Que tu vas entourer d'une bulle. La bulle, pour toi, ça va être une planche de surf. Oh! Et que l'univers, l'espace-temps, en fait, l'espace-temps autour de ta planche de surf, mais pas sur ta planche de surf, tu vas la déformer pour qu'il y ait une vague derrière toi et qu'il y ait un creux devant toi. Okay? Je répète, on n'a pas trouvé le mot pour pas creux. Il y a un creux devant toi, il y a une vague derrière toi. Et ce débalancement-là va faire avancer ta planche de surf. Mais en tant que tel, c'est le déplacement de l'eau qui va faire que tu vas te déplacer. Mais toi, sur ta planche de surf, tu ne te déplaceras pas. C'est l'espace-temps autour de toi qui va se déformer. Je comprends. Pour te faire, entre guillemets, bouger. OK, ça, c'est impressionnant. Donc, c'est le principe derrière le warp drive de Star Trek. Puis ça, ça vient des théories, je pense, qui avaient été émises dans les années 30 ou 40, un truc comme ça. Puis que ça avait comme atteint la science-fiction, puis les romans de science-fiction, comme quoi, le warp travel, puis des trucs comme ça. Star Trek est arrivé avec le warp drive qui faisait cette déformation de l'univers-là, de l'espace-temps, je devrais dire, pour le déplacement. Mais là, il y a un fan de Star Trek, que je me rappelle plus son nom, je pense que c'est un Mexicain. Son nom de famille, c'est Alcubierre ou Alcubierre. J'ai aucune idée comment le prononcer, c'est sûr que je le massacre. On va dire Alcubierre. Alcubierre. Okay. Comme ça, je sais que je me trompe. Que lui est arrivé avec les équations, les formules mathématiques pour dire, écoutez, si on prend une énergie de telle taille et qu'on fait ça avec, on fait ci, qu'on fait ça, et on fait un moteur qui fait ci et qui fait ça, ça fonctionnerait. Puis là, pour lui, dans sa tête, c'est, regarde, c'est théorique, mais ça prendrait toute la masse / toute l'énergie de l'univers pour le faire fonctionner. Puis là, il dépose son étude, puis il est comme, c'est possible, mais... Ouais, c'est ça. Mais là, il y a du monde, il y a du monde de la NASA qui ont fait, OK, donc c'est possible. Puis, ils ont engagé des gens. Ils ont engagé des scientifiques. Ah, c'est malade. Pour, ben regarde, c'est possible. Trouver une façon de le rendre réellement faisable. Puis, il y a des scientifiques à la NASA qui travaillent en ce moment sur un projet de Warp Drive. On est très, 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 très loin de réussir. Ah, c'est capoté. Mais on est passé de, hey, ça prend environ l'énergie équivalente à l'univers à, hey, faudrait que devant le vaisseau, on émette la gravité, l'énergie, la masse, bref, de l'équivalent de Jupiter. Ce qui est quand même pas mal mieux. Jupiter ou l'univers, t'as le choix. Mais le problème du Warp Drive, c'est que c'est beau de générer la masse devant le vaisseau. Déjà, c'est un méchant bon défi. Oui. Si tu as assez d'énergie pour ça, OK. Le problème, c'est en arrière. Le problème, c'est
faut que tu, faut que tu génères de l'énergie négative Ouh, pour ok. en arrière. OK. Puis ça, on sait que ça existe, Oui. théoriquement, Mhm. mais je pense qu'on n'a jamais réellement observé. On n'en a pas On, observé. on en observe des effets, peut-être, Ouais. mais on n'en a pas observé. Puis, une des façons... Est-ce qu'on va être complémentaires, Étienne? Hey, j'ai hâte. Ah, mais je suis tellement content! Je suis tellement content, ça va être malade. OK, une des façons d'avoir une énergie négative, en passant, énergie négative, masse négative et matière exotique, c'est 3 équivalents, OK? C'est OK. plein de noms, plein de façons d'appeler ça, OK? Donc, une façon d'avoir une masse négative, c'est avec l'effet Casimir. OK? Là, je vais essayer d'expliquer, puis là, mais c'est vraiment cool, OK? Donc, c'est comme de créer un filtre dans l'espace. OK? Imagine 2 plaques de métal. OK? Ouais. Puis tu les colles vraiment, vraiment, vraiment beaucoup entre elles, mais tu laisses un petit espace. Puis ces plaques de métal-là vont servir un genre de filtre pour l'apparition et la disparition de sous-particules, particules Ouais. sous-atomiques, bref, qui vont se générer dans l'espace, mais qui vont moins se générer dans l'espace qui est compris entre tes 2 plaques. OK. Et donc, tu obtiens une masse négative relative. Donc, par rapport à tout le reste, OK, ouais. entre tes 2 plaques, tu as moins de masse. Mais ça reste relatif. Ça reste Ouais, pas ouais. réel. Ouais, je comprends. Donc, c'est le plus proche qu'on a de générer de l'énergie négative. Ah, c'est intéressant. Mais imagine, si tu génères l'énergie de Jupiter devant le vaisseau, tu dois générer l'énergie négative de Jupiter derrière le vaisseau. Ah, man, c'est impressionnant. Et il y a un autre problème. Puis c'est le dernier problème que j'ai noté. Ah non, mais c'est parfait. Ouais, mais tu sais qu'autour du système solaire, il y a un nuage de poussière, de débris, de particules. Je pense le nuage de Oort. Je pense que ça s'appelle. OK. J'ai pas une crise cardiaque, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Mais le problème, c'est que quand tu voyages avec ton warp drive, tu vas accumuler toute l'énergie, toute la masse, tous les débris qui sont devant toi en chemin. Hein? Tu les ramasses comme quoi? Comme une... Ben, comme une un voiture qui tractopelle, roule sur là, je sais l'autoroute pas, là. en Abitibi, puis là, il y a des mouches, puis tu fonces dans les mouches. OK, je comprends. Donc, Hey. c'est ça qui se passe. Donc, le problème, c'est, OK, t'arrêtes ton warp drive, puis là, t'as trop de masse réelle devant toi, puis je veux dire, c'est juste la collision pourrait déjà briser ton vaisseau. Donc, il faudrait, en plus de ça, avoir une façon de déformer l'espace, l'espace-temps, excuse. Ouais. C'est bien de mentionner, c'est l'espace-temps qu'on déforme. Ouais. Latéralement, pour pouvoir se débarrasser de ces débris-là, puis filtrer ça, puis comme plonger dans le... ouais. Donc, ouais. Mais théoriquement, puis c'est là que ça me fait capoter. Théoriquement, La théorie, c'est malade. ça fonctionne. Ouais. Donc, si on y arrive, on pourrait avoir un warp drive qui va quand même, disons, en dessous de la vitesse de la lumière. Ça serait déjà une méchante réussite. Mais théoriquement, on pourrait atteindre des vitesses, entre guillemets, vitesse, on s'entend là, parce que tu ne te déplaces pas, mais des vitesses plus élevées. Ce qui est tu hackes l'univers. Là. Donc, si c'est une simulation, là, comme mentionné, si c'est une simulation, ben, tu viens de la hacker, là, clairement. Ouais, c'est ça. Ah, Voilà. C'est malade. Ça me fait capoter. C'est excellent. débile. La science, c'est hot. C'est vraiment intéressant. Ouais. Le côté... t'es sur ta planche de surf, puis c'est en réalité... Toi, en tant que tel, tu bouges pas vraiment. Tu mais bouges le reste pas. autour de Parce que toi, tu peux ça pas. bouge. Puis ça règle le problème dont tu vas parler, qui est le problème temporel. Ouais. Que si tu te déplaces plus vite, ben le temps passe plus Exactement. vite pour ceux qui se déplacent pas. Donc, C'est bref. ça. Mais je vais te laisser là-dessus. Parce que c'est drôle qu'on ait choisi. On n'était pas loin l'un de l'autre, puis finalement, je pense qu'on est sur des sujets qui sont ultra complémentaires. Yes. Fait que c'est ça, j'ai choisi vraiment, moi, mon côté, parce que, puis c'est drôle parce que j'ai pensé au moment où je t'ai parlé de « Ah, mais si, là, on dépassait la vitesse de la lumière, est-ce qu'on retournerait dans le temps? » Puis là, dans ma tête, je me suis dit,
c'est très naïf de ma part, de la part de quelqu'un de non scientifique, de penser ça aussi simplement que ça. Fait que je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que les scientifiques en disent, mettons, de ça pour vrai. Ça se peut-tu ou ça se peut pas? Genre. Puis en fait, ben, j'ai surtout trouvé une vidéo qui m'a super bien expliqué ce que je voulais savoir par rapport à la vitesse de la lumière, puis surtout par rapport à l'espace-temps. Parce que je pense que c'est ultra pertinent de comprendre un peu c'est quoi l'espace-temps pour comprendre pourquoi tu peux pas dépasser la vitesse de la lumière. Exact. Puis ça, c'est super intéressant. Exact. Puis là, je le répète, mais moi, je vais le dire... Moi, je le dis avec le « ne », mais je dis... En pratique, normalement, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'univers. Puis, ça faisait le lien avec ce qu'on disait avec Étienne, mais il y a l'expansion de l'univers qui est plus rapide que ça, sauf que ça, c'est pas vraiment considéré comme un déplacement par les scientifiques. Puis là, ce que je vais parler dans les prochains instants, ça s'appuie d'abord et avant tout sur la relativité restreinte pour essayer de comprendre dans un espace qui n'aurait pas de grosse masse avec des systèmes solaires, des planètes, etc. On va imaginer que l'univers est complètement plat dans un premier temps. Là. Ça aide à figurer des choses. Il y a des flat earthers puis il y a des flat universers. Oui, nice. Relativité restreinte, ça voudrait dire que Einstein est peut-être un flat universer à la base. Mais il a évolué avec le temps. Nice. La vitesse à laquelle un objet se déplace, ça modifie la façon dont s'écoule son temps. Ça, c'est comme le statement de base, là, puis ça, je pense qu'on le sait tous un petit peu, là, tu sais... très Planète des singes, mettons-le. Moi, c'est le premier film que j'ai vu qui m'a comme un peu exposé quand j'étais jeune à ce concept-là de dire « Ah, OK, fait que si je me déplace plus vite que quelqu'un d'autre qui est sur un autre objet qui se déplace moins vite à quelque part, puis que je reviens, mettons, sur cet objet plus tard dans mon voyage, c'est comme si je me projetais dans le futur, mettons, un peu, là. » Pas forcément dans mon futur à moi, Baptiste, mais plus je reviens à l'endroit où j'étais, puis ils ont avancé beaucoup plus vite que moi dans le temps. Puis ça, c'est vraiment... ça, c'était comme un truc qui me fascinait quand j'étais jeune, bref. Fait que le voyage dans le temps, puis là, c'était comme, OK, il y a une portion qui a l'air de pouvoir t'amener dans le futur, puis ben, pourquoi pas dans le passé? Puis c'est là que ma fameuse petite théorie dans ma petite tête à moi est émergée de ben là, si tu dépasses la vitesse de la lumière, tu dois être capable de remonter dans le temps. Mais c'est... Puis si tu traces, mettons, ça c'est vraiment intéressant cet exercice-là, si tu traces un axe des abscisses, donc le X, qui est à l'horizontale, puis un axe des ordonnées, qui est à la verticale, le Y. Ils ont des noms. Ils ont des noms. En bas, mettons que tu aurais à l'horizontale, l'abscisse, ça serait vraiment la vitesse, ça représenterait la vitesse de la lumière. Donc, si tu te trouves au bout de cet axe-là, c'est la vitesse de la lumière. Puis, en vertical, on aurait, donc les ordonnées, excusez, on aurait le temps. Donc, si tu trouves complètement en haut de l'échelle du temps, ça veut dire que tu es à 100% de la vitesse à laquelle s'écoule le temps. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que quand tu es à 0% de la vitesse de la lumière, tu écoules le temps à 100% de sa vitesse possible. Et à l'inverse, si tu es à 100% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule à 0%. Fait qu'après ça, ce qui se passe entre ces deux axes-là, c'est que tous les objets de l'univers décident, pas décident, mais répartissent entre le temps et la vitesse de la lumière dans laquelle ils mettent plus ou moins de vitesse finalement. Tout le monde se déplace au fameux C, le C là, qui est comme la célérité, la vitesse de la lumière, mais après ça, chaque objet décide de combien il investit dans la vitesse qui se déplace dans le temps, puis versus la vitesse à laquelle il se déplace par rapport à la lumière. Parce que la vitesse de la lumière est une constante. Exactement. Ça, c'est une constante. Elle ne peut pas être modifiée, donc c'est le reste de l'équation qui doit se modifier, c'est ça. Dont le temps fait partie. Exactement. Puis c'est pour ça que ça s'appelle l'espace-temps. Exact. C'est parce que c'est une combinaison
de l'espace, donc la vitesse de déplacement dans l'espace par rapport à la lumière, puis le temps. Puis quand tu parles justement de cette constante-là, ça peut être très bien compris entre, si on part du fameux 100% de l'écoulement du temps, puis qu'on veut se rendre à... Au début, moi, ce que je pensais très naïvement, c'est que, mettons, on traçait une ligne droite qui se rendait au 100% de la vitesse de la lumière. Donc, avec cette hypothèse-là, tu penses que si tu dépasses la vitesse de la lumière, tu remonterais dans le temps. Mais en réalité, c'est pas une ligne droite qu'il faut tracer. C'est un arc de cercle. Ouais. Parce que vu que c'est une constante, tous les objets restent à la même distance du point central qui est le croisement à la base des deux axes abscisse et ordonnée. Bref, tout ça pour dire que quand on a tracé cet arc de cercle-là, en réalité, ce que tu peux faire ensuite, c'est le continuer, puis tu obtiendrais un genre de cadran. Puis là, tu as la ligne horizontale qui présente la vitesse de la lumière. À droite, c'est juste qu'un objet se déplace dans un sens, puis à gauche, négativement, c'est qu'il se déplace dans l'autre sens. Puis de haut en bas, c'est qu'on aurait vraiment le temps. Donc au-dessus dans la partie haute, c'est 100% du temps, puis à l'inverse, c'est moins 100% du temps. Puis ce qui se trouve en bas, donc si tu traces ce fameux cercle-là, ce que tu trouves en bas de la fameuse ligne médiane, ça serait toutes les particules d'antimatière qui se trouveraient en dessous de ça. Fait qu'en réalité, les particules d'antimatière vivraient cet effet que je recherchais, qui est de remonter dans le temps, mais on ne peut pas vraiment l'observer, nous autres, parce que c'est juste que leur temps s'écoule à l'inverse d'une autre. Je sais pas si tu me suis, là. Ouais. c'est... Alors, tu vas me refaire saigner du nez, là, ça y est. C'est ça. Fait que, en tout cas, ce gros cercle-là, ça fait juste me ramener à ce que je voulais trouver à la base comme réponse. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Puis c'est juste qu'après ça, il y a toujours cette question de constante. Puis les objets restent toujours à la même distance du milieu. Donc ils décident de répartir entre à quel point le temps s'écoule ou à quel point ils vont vite dans l'espace. Puis il y a cette notion de, au-dessus, on a tout l'univers du connu, les particules qu'on connaît, puis en dessous, ça serait toutes les particules équivalentes en termes d'antimatière. Puis ce que je savais pas, c'est peut-être logique pour ben du monde, là, mais le proton qui se situe à 100% de la vitesse de la lumière, il est sa propre... le photon, excuse. Ouais, pas le proton, excuse. Le photon. Ouais. Le photon, qui est à 100% de la vitesse de la lumière, c'est sa propre antiparticule. Ouais. Parce qu'il est... Arrête de me faire saigner du nez. OK, non, mais pour vrai... non, vas-y, C'est le seul qui serait sa propre antimatière en même temps, parce que toutes les particules auraient des antiparticules, mais lui est exactement à 100% de la vitesse de la lumière. Donc, sur l'axe sur l'axe. Exactement, il est directement sur l'axe. Fait qu'il serait sa propre... Fait que tu sais, même quand on se dit « Ah, mais on n'en a jamais observé de l'antimatière », ben peut-être que oui, mais c'est dur à... En tout cas, mettons les photons. Genre, c'est ça. Puis là, j'ai pas eu le temps de creuser plus que ça, mais c'est ça. Puis après ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on était dans la relativité restreinte. Mais après ça, quand tu t'en vas dans la relativité générale, où il y a des objets qui sont répartis un peu partout dans l'espace, que ce soit des planètes, que ce soit même des black holes. Ouais, ça, c'est fucké. Ça aussi, j'ai failli choisir black hole comme sujet. Les trous noirs. Puis, en tout cas, fait que toutes ces affaires-là, puis quand on rajoute justement ces fameuses masses-là, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fameux cercle parfait qu'on a tracé pour des vitesses de déplacement, il change selon que tu te rapproches d'un objet massif dans l'univers. Il n'est plus exactement un cercle. Il peut devenir un peu déformé parce que là, tu te mets à te rapprocher. Fait que tu peux plus répartir tes vitesses de la même façon vu que tu es en partie attiré par l'objet, vu que l'espace est déformé. Tu sais, c'est vraiment... Une fois que tu mets le bras là-dedans, c'est comme tu pourrais regarder des heures de vidéos puis être constamment fasciné. Là, ça n'a pas de fin. C'est impressionnant.
Moi, il y avait deux explications qui m'ont vraiment fait comprendre l'aspect de tu peux pas aller plus vite que la lumière. Tu sais, sachant que la lumière est une constante, là, la vitesse de la lumière est une constante, elle peut pas être modifiée. Imagine, Baptiste, tu es dans un train qui va à la vitesse de la lumière moins 1 km/h. Okay? Oui. Ouais. Puis là, ton train, il avance. Puis là, tu te lèves pour aller aux toilettes qui est devant le train ou aller, whatever. Tu vas voir le chauffeur. Fait que t'accélères de 1 km/h pour aller à l'avant. Ouais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tu seras pas capable. Tu seras pas capable, mais quand tu vas essayer, tu vas tellement t'approcher de la vitesse de la lumière vis-à-vis, mettons, moi qui reste assis à côté, que moi qui te regarde aller, tu sais, il y a comme l'aspect relatif de ça, tu sais, c'est comme si t'allais au ralenti soudainement. De mon point de vue, tu sais. Tout à fait. Puis c'est drôle parce que tu dis ça, puis là, il parlait de si tu regardais un objet qui est aspiré par un trou noir, tu le verrais s'arrêter à la lisière parce que de notre point de vue, il ralentit de plus en plus, même si en réalité, il est en train de se faire aspirer. Puis pour nous, on finit par le voir immobile. Exact. À la bordure, genre, du trou noir. Exact. C'est ce que tu dis là, tu sais. Puis en réalité, tu peux jamais l'atteindre à 100% cette vitesse-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Fait que là, il y a toujours le photon qui te passe devant puis qui fait un gros fuck you. Exact. Puis tu sais, l'autre explication qui m'avait comme... Celle qui m'avait vraiment comme décliqué, c'est dur à expliquer juste verbalement, mais je vais essayer. OK, imagine que Baptiste, t'es sur le bord d'un chemin de fer, OK, qui passe de ta gauche à ta droite. Puis il y a un train qui arrive, puis que lui, il va à presque la vitesse de la lumière aussi. Même chose, il passe. Puis que dans le train, moi, je joue à Pong. OK? Sauf qu'au lieu que les palettes soient à gauche et à droite, ils sont en haut et en bas. Puis la balle, c'est un photon. OK? Donc la balle, c'est de la lumière. Donc pour moi qui joue à Pong, la balle qui rebondit entre les deux plaques de haut en bas va à la vitesse de la lumière parce que c'est de la lumière. Tout à fait. Et fait une ligne droite. OK, on s'entend, c'est une ligne droite de mon point de vue. De ton point de vue, puisque le train passe de ta gauche à ta droite, la balle a fait une diagonale vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Donc, entre chaque coup sur les palettes, la distance est beaucoup plus étirée, on s'entend? Mais la vitesse de la lumière est la même. Donc, normalement, la lumière de passer d'une palette à l'autre devrait prendre le même temps. Mais comme de ton point de vue, c'est super étiré, c'est comme si le train passe... Tu sais, le train, il peut pas aller à cette vitesse-là. Donc, ils vont ralentir. Mais moi, je suis dedans. Alors, c'est comme si je vivais au ralenti pendant que toi, tu vis à vitesse normale. Et même chose, de mon point de vue, je te regarde dehors et toi, tu vis en accéléré alors que moi, je suis à vitesse normale à cause de ça, tu sais. C'est débile. C'est tellement cool. C'est débile. Puis j'ai été chercher un petit point bonus parce que quand je t'avais parlé de l'article qui disait il y a peut-être des choses qui peuvent aller plus vite que la lumière, en fait, ce que j'avais lu à un moment donné mais que j'ai pas retrouvé, c'était il y avait des scientifiques qui s'intéressaient à la question de quand la lumière est aspirée dans un trou noir, va-t-elle plus vite, accélère-t-elle? Est-ce qu'elle va plus vite que sa propre vitesse à ce moment-là? Parce que là, il y a comme quelque chose de les scientifiques le résument comme black holes are when things get weird. Tu sais, c'est juste ça l'explication de base d'un trou noir. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que la lumière, tu te dis, mettons, OK, cette affaire-là, qui est comme la chose, la constante, puis l'affaire qui va la plus vite dans tout l'univers, ben, tu sais, même si elle peut être influencée par la gravité, elle va tellement vite, tu sais. C'est comme comment un trou noir peut faire pour aspirer cette affaire-là, tu sais. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que tu sais, le trou noir, rapidement, c'est un point de gravité infini en un tout petit point dans l'espace, ce qui fait en sorte... Est-ce qu'il est vraiment infini?
Je sais pas s'il est vraiment infini. Là. Ça, c'est quasiment infini. Mais s'il est infini, il mène quelque part ou pas? Est-ce que c'est quelque part ou c'est quelque quand ou c'est quelque quoi? C'est-tu un univers parallèle où on est dans une simulation? Je sais pas. T'sais. Mais, puis, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que quand, imagine le plat de l'univers puis que d'un seul coup, tu tombes dans un trou noir, si la lumière essayait de passer même sur le bord du trou noir, la lumière, elle prend toujours le chemin le plus court. Mm-hmm. Puis quand tu abordes le trou noir, c'est un tous les chemins mènent à Rome. Tu t'en vas au centre tout le temps. Même si tu essaies de remonter le trou noir, le chemin le plus court, c'est vers le centre du trou noir. Il n'y a rien d'autre à faire. Fait que c'est pour ça que la lumière se fait aspirer. Mais je trouve ça capoté, man. Il y a tellement de choses qui se passent. Puis là, juste d'en parler avec toi, je me dis « Ah, j'aurais pu choisir tel autre sujet. En tout cas, bref. Il y aura d'autres épisodes là-dessus, je pense. Ouais. Mais écoute, maintenant, on sait qu'il y a une façon de hacker cette limite-là aussi. Là. Oui. C'est pareil. Là, c'est juste comme, OK, je vais t'expliquer comment la limite fonctionne. OK, c'est complètement débile. OK, je vais t'expliquer comment la hacker. Oui. C'est excellent. J'ai passé un voyage d'autobus Québec-Montréal pratiquement entier à regarder des vidéos sur les Warp Drive puis comment ça fonctionnait puis l'effet Casimir puis écoute, je capotais là. J'étais tout seul à capoter dans mon coin. Moi je voyais juste les courbes se dessiner dans ma vidéo puis je fais ben voyons donc mais c'est pas possible. OK, je comprends pourquoi j'étais vraiment niaiseux avant de regarder cette vidéo-là. C'était... Ah non, mais c'est... J'aime ça. J'aime beaucoup trop ça. Malade. C'est vraiment cool. Tu dirais même que t'adores ça. Ah, j'adore ça. Je connais cette théorie, moi. All right. Ça y est. Épisode 7 de fait. Épisode 7, c'est malade. Pour ceux qui c'était leur premier épisode avec nous, bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Si vous avez aimé ça, il y a plein de façons de supporter le podcast. Allez donner 3... s'il vous plaît. Allez donner 5 étoiles. Des thumbs up, tout ce que vous pouvez le plus possible. 3, c'est pas assez. C'est ça. Donnez-nous plutôt un trou noir au complet d'étoiles. Un trou noir d'étoiles, s'il vous plaît. Un trou noir d'étoiles sur 5. Puis abonnez-vous pour avoir les épisodes qui suivent. Parlez-nous, s'il vous plaît. Parlez-nous, ça aide le podcast. Allez venez nous rejoindre sur Discord. Il y a des super belles discussions qui ont lieu. Vous pouvez poser des questions. On en reparle à l'épisode suivant. Puis nous, ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Ouais. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, honnêtement, on a besoin de vous pour faire grandir le podcast. On a besoin de vous. Donc, venez nous voir, venez nous dire coucou. Ouais, lâchez-nous un coucou. Suivez-nous sur... tu sais, c'est quoi nos réseaux sociaux déjà? Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, si on le compte comme un réseau social. Ouais, c'est vrai. Et sinon, on est sur Apple Podcast, on est Apple sur Podcast, Spotify. C'est ça. Venez triper avec nous. Puis nous, on se dit à dans un mois, Baptiste. À dans un mois. Ciao. Bye bye. J'adore ça. J'adore.